Il faut que tu partages ton écran sur le. Ah oui, j'ai oublié. Ok, donc moi, c'est Pierre Papelard. Donc, comme l'a dit Xavier, je suis stagiaire à DataCraft depuis janvier. Et, et donc, c'est ma dernière semaine. Et pour cette dernière semaine, je vous propose de faire un atelier donc, sur Dash. Donc, Dash, c'est une librairie Python, mais aussi R, qui est développée par Plotly et qui permet de développer donc des dashboards qu'on peut soit déployer dans une fenêtre web ou soit directement dans notre notebook grâce à Jupyter Dash. Du coup, c'est important que vous ayez installé soit les requirements qui sont dans le dossier, soit le, tous les packages que j'ai listés dans la présentation. Et donc, pour vous présenter Dash, donc, on a travaillé en collaboration avec Corian, qui nous ont prêté leurs données. Donc, ces données, en gros, c'est une jonction de journal de bord de plusieurs établissements. Et donc c'est le dataset que vous voyez là. Et donc, concrètement, une ligne du dataset, c'est un timestamp associé à une personne et une activité. Donc, les activités, ça peut être entrée. Donc, si par exemple, le membre du personnel dont l'ID est 1 a fait une entrée de personne, ça va être noté dans le journal de bord. Et on a ça pour plusieurs établissements sur plusieurs années. Donc, je vous propose directement de parler de Dash. Donc, à l'écran, donc là, vous voyez un exemple de dashboard qu'on peut réaliser avec Dash. Bon, on va peut-être pas aller aussi loin que ça aujourd'hui, mais on va quand même voir qu'on peut faire des trucs assez sympas, hyper facilement. Donc, pour travailler avec Dash, on va avoir besoin de trois grandes dépendances. On va dire c'est Dash Core Components. Donc ça, c'est le module qui va nous permettre d'ajouter des composants interactifs à notre application, donc des listes déroulantes, des sliders, etc. On a Dash HTML Components qui va nous permettre donc d'ajouter des tags HTML ou des structures HTML dans notre application. Et enfin, on a Bootstrap Component. Donc, pour ceux qui font du HTML, ils savent ce que c'est. Mais en gros, c'est une librairie HTML qui permet d'avoir déjà des briques HTML dans notre code. Mais on n'a pas forcément besoin de connaître Bootstrap pour l'utiliser ici. Donc, nous, la version de Dash qu'on va utiliser, c'est Jupyter Dash, qui permet d'utiliser Dash dans un notebook. Donc, on a toutes les fonctionnalités de Dash normal, mais on a aussi la fonction inline et la fonction Jupyter Lab, si vous travaillez sur Jupyter Lab. Donc, la fonction inline, c'est la fonction qui va nous permettre de déployer notre app directement dans le notebook. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc, afin de créer donc, une app, on va le cycle de vie, on va dire, d'une app, c'est d'abord l'instanciation en utilisant, donc, bon, j'ai oublié de vous dire qu'on importe les packages de la sorte, mais vous inquiétez pas, après, on va le faire. Et donc, une fois ceci fait, on va d'abord instancier notre app en donnant donc à la variable app, mais ça pourrait être autre chose que app, la fonction Jupyter Dash de name. Donc, name, c'est, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est une convention. Ensuite, on va nourrir l'attribut layout de notre app en créant un conteneur div HTML dans lequel on va mettre des children. Donc, les children, ça va être une liste d'objets, des modules qu'on a présentés avant, mais encore une fois, on va le faire juste après. Et donc, enfin, on run notre app en faisant app.runServer. Donc là, il y a le mode inline qui est propre à Jupyter Dash. Mais si on veut le faire comme on aurait fait sur Dash, on peut mettre le mode external. Donc,
je vous propose de créer la. Est-ce que tout le monde a pu accéder au notebook? Ouais. Okay. Comme ça, vous pouvez runner les cellules. Voilà, aussi, vous pouvez runner les cellules à mesure. C'est ça l'objectif. Hein, et puis à un moment donné, il y aura une cellule qui sera toute vide, il va falloir travailler un peu. Ok. Donc là, on va créer c'est pas une toute petite app avec juste un titre HTML dedans. Donc, comme je l'ai dit, donc ici, on installe les librairies. Ensuite, on instancie notre app. Et après, là, on va nourrir notre attribut layout donc d'un conteneur HTML div dont les children. Donc là, ça va juste être un titre HTML avec Hello Datacraft. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand on run notre app, on peut choisir le port dans lequel elle va être déployée. En mettant port, c'est en précisant le port dans lequel on va déployer. Donc là, j'ai mis 8049, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Donc là, je run la cellule. Et donc, j'ai mis le mode inline. Et on voit bien que j'ai mon titre HTML H1 qui s'affiche dans notre notebook. Donc, si vous voulez voir à peu près ce que ça fait quand on utilise Dash ou qu'on utilise le mode external, vous pouvez mettre external et ça va vous rendre un lien local. Et vous avez votre app dans votre navigateur. Donc là, on a un petit bouton bleu. Je ne vais pas en parler tout de suite, je vais en parler après. Ça va être utile quand on aura de l'interaction avec votre app. Donc, tout le monde, le notebook marche pour tout le monde? Ouais. Oui. Vous avez pu mettre external, par exemple, et voir que ça a été publié sur une fenêtre web. Ouais. Ça ne fonctionne pas? Vous voulez que je vienne voir? Ouais, ça va aider. Ah. Ah, il faut faire un pip install de Dash. Point d'exclamation, pip install Dash. Ou même là, je pense qu'on peut faire error requirements. Laurent, c'est bon, ça marche? Oui, je suis en train de voir ça. Ça marche pas, Faris? Ah, ok. Ça installe? Je sais pas si je peux. Bon, pendant que ça s'installe sur l'ordinateur, donc en gros, je précise juste que
Là, dans notre app, il y a qu'un seul composant, donc le children ne contient pas beaucoup de choses. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en général, dans une app, il va y avoir plusieurs conteneurs avec chacun plusieurs children, et que la convention d'écriture, c'est qu'en général, à chaque fois qu'on crée un conteneur, on revient à la ligne et on indente pour qu'on voit bien quel composant a quoi comme children. Donc là, j'ai mis un peu un template, on va dire, de ce qui se passe. Mais de toute façon, ça se fait un peu automatiquement. Il suffit juste de rentrer, de repasser à la ligne à chaque fois qu'on crée un conteneur et ça se fera automatiquement. Donc, maintenant qu'on a créé une petite application toute simple, je vous propose de voir un peu comment ça s'articule pour placer nos éléments dans notre app. Et ça va se faire avec Bootstrap, en fait. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on crée une app, en général, on va créer un grand conteneur qui va contenir toute notre app. Et dedans, on va venir placer des éléments row et colonnes de Bootstrap. Donc, la structure de base, c'est que en général, on va créer une ligne dans laquelle on va mettre plusieurs colonnes, donc, comme là, je l'ai écrit. Donc concrètement en code, donc pour vous donner un petit exemple, c'est donc ici on crée notre application avec un grand div et donc dans notre div on crée une ligne et donc par exemple cette première ligne elle va contenir deux colonnes qu'on écrit qu'on a codées ici et quand on run notre application on va les voir apparaître donc là la première colonne et là la deuxième colonne. Ensuite, ici, on a créé une deuxième ligne. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé de créer forcément une colonne dans une ligne. Et de même, on n'est pas forcément obligé de créer une ligne pour mettre une colonne. On peut juste mettre une colonne qui est indépendante. Donc, voilà comment ça se passe pour les lignes et les colonnes. On voit que lorsqu'on crée donc, deux colonnes au sein d'une ligne, l'espace associé aux colonnes, il va être donc en gros, par défaut, toute la largeur de l'écran va être prise et l'espace va être alloué uniformément pour chaque colonne. Donc là, on ne voit pas vraiment parce que je n'ai pas mis de fond, mais en gros, on a une colonne qui prend la moitié de l'écran ici et une colonne qui prend la moitié de l'écran ici. Et ensuite, là, la ligne, elle prend la totalité de notre écran. C'est juste que comme on a écrit un tout petit truc, on ne voit pas que ça s'étend. Bah, je vais montrer un peu comment ça se passe après. Okay. Donc, pour gérer, on va dire, la largeur d'une colonne, on va utiliser le paramètre width qui va prendre, on va dire, quatre variables, enfin, quatre valeurs, types de valeurs différentes. Donc, la première, c'est width égale true, c'est le paramètre par défaut, c'est que la colonne, elle va prendre tout l'espace qu'elle va pouvoir prendre. Donc là, par exemple, ici, on a le paramètre width égale true. Il lui a dit de prendre la moitié pour chaque, ce qui fait que la totalité de l'écran est prise. Ensuite, on peut lui donner la valeur width égale auto. Donc ça va allouer à la colonne la largeur vraiment optimale pour ce que va contenir cette colonne. Enfin, on peut soi-même donner une largeur à notre colonne, donc en lui donnant un entier. Donc ça va se faire en lui donnant un entier entre 1 et 12, parce que Bootstrap va diviser notre écran par 12 en fait. Donc si vous donnez une valeur de 12 à votre colonne, la colonne va s'étendre sur tout votre écran. Ensuite, donc, notre paramètre width va pouvoir prendre une valeur, un dictionnaire qui reprend un peu tous les éléments qu'il y a au-dessus. Donc, avec le paramètre size, auquel on va pouvoir donner toutes les valeurs qu'on a vues. Mais on a aussi le paramètre offset qui va permettre de donner un décalage à notre colonne. On a aussi le paramètre order qui permet de déterminer dans quel ordre s'affichent nos colonnes. Donc là, c'est un peu flou. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ce que ça donne quand on run ce code. Donc là, par exemple, on a créé deux lignes avec chacune deux colonnes. Et donc
dans la première ligne, on a donné deux colonnes dont la largeur est 6. Et j'ai rajouté un petit style, enfin, une couleur de fond pour que vous voyez bien la largeur prise par notre app. Donc là, par exemple, comme je vous ai dit que la totalité de notre largeur, c'est 12, si on donne la valeur width égale 6 à chacune de notre colonne, ils vont se partager l'écran de la même manière que si on avait mis width égale 3. Par contre, là, on crée une deuxième ligne dans laquelle, ici, pour la première colonne, on lui donne width order égale 2. Et donc, on voit que elle va s'afficher en deuxième dans notre app et qu'elle va prendre la valeur qui lui reste. Enfin, la largeur qu'elle peut prendre, en fait. Par contre, si dans la première colonne, donc celle que j'ai codée en deuxième, on donne offset égale 4, on voit que la colonne s'affiche avec un décalage de 4. Donc, le décalage de 4, c'est l'espace qu'on voit ici, en fait. Et donc, on met size, quand on lui met size égale auto, on voit que la largeur, c'est exactement la longueur de notre chaîne de caractères. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, je vais passer rapidement dessus, c'est pas hyper utile, mais on voit qu'on peut gérer la disposition en largeur de nos colonnes, mais on peut aussi gérer la disposition dans la longueur au sein d'une même ligne. Donc, ça va se faire avec le paramètre align. Je vais pas m'étendre dessus, mais en gros, on peut donner la valeur start, stop ou center, et en fonction de ce qu'on lui donne. Donc là, par exemple, à cette colonne, on lui a donné la valeur start, et donc elle commence en haut de la ligne. Si on lui donne la valeur center, notre colonne, elle va s'afficher au milieu de la ligne, et si on lui donne la valeur end, elle sera en dernier. Pour finir, pour ce qui est de la disposition des éléments, on a un argument qui permet un peu d'automatiser le placement de nos colonnes au sein d'une ligne, c'est l'argument justify. Donc là, ce n'est pas la fonction colonne qui va prendre cet argument, c'est la fonction row. Et donc, là, donc, pardon. Pour un peu vous montrer comment ça se réalise. Donc, par exemple, ici, si on prend une ligne avec deux colonnes dedans et que cette ligne a le paramètre justify égale start, les colonnes que contiennent cette ligne, enfin que la ligne contient, vont se mettre sur la gauche de notre écran. Si on lui donne le paramètre center, elles vont s'afficher au milieu de notre écran. Donc, end à la fin. Et si on lui donne l'argument, la valeur between, ça va répartir les colonnes vers la fin, sur les côtés de notre écran. Et enfin, si on lui donne la valeur around, ça va répartir les colonnes au sein, uniformément au sein de la ligne, et donc de la taille de notre écran. Donc ça, c'était pour ce qui était on va dire, le squelette un peu de notre app. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'on peut mettre dedans, puisque c'est quand même le plus intéressant. Donc, en général, les éléments qu'on va intégrer, ça va se faire via les packages Core Components et Bootstrap Components. Donc, par exemple, si on veut mettre un onglet dans notre app, on va utiliser la fonction dbc tab, la fonction tabs du module Bootstrap Component. Et ça va se faire encore une fois donc en créant un conteneur de tabs qui s'appelle dbc tabs. Donc là, on crée un conteneur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient à la ligne et on indente pour dire ce que les children de ce conteneur. Et pour créer des onglets, on va créer un tab, donc sans le S, qui va prendre pour paramètre label
Donc ça, c'est le titre de notre onglet que l'utilisateur va voir et va pouvoir cliquer dessus. Et le paramètre children, c'est tout ce qu'on va vouloir mettre dans cet onglet. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de l'utilisation de tabs. Donc ici, on crée un conteneur d'onglet tabs. Et après, donc dedans, on va mettre un premier onglet qu'on va appeler donc rappel sur les modules. Donc attendez, je vais run la cellule, ça sera plus simple. Donc rappel sur les modules. Les children de ce tabs, ça va être donc un HTML label plus une liste HTML. Et donc quand on run le code, on a le label rappel sur les modules ici et les children qui s'affichent en dessous. Donc on peut cliquer sur les onglets et voir chaque children. Ensuite, donc, on peut aussi créer des listes déroulantes donc, grâce à Core Components. Donc ça va se faire avec Core Components, la fonction dropdown. Donc, cette fonction, elle va prendre un argument central, c'est l'argument option, qui va prendre pour valeur une liste de dictionnaires. Donc, chaque dictionnaire va correspondre à une option, on va dire, de la liste déroulante. Et ce dictionnaire, il va avoir pour clé la fonction label, qui va être ce que va voir l'utilisateur à l'écran, et une clé value, qui va être la valeur prise en back-end, on va dire, par l'application lorsque l'utilisateur va sélectionner une option. Donc ensuite, on a aussi le paramètre multi égale true, qui va permettre à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs. Et on a aussi le paramètre value, qui va donner une valeur par défaut à la liste déroulante. Donc là encore, je vous ai mis un petit exemple. Donc, par exemple, ici, c'est une liste déroulante avec tous les entiers de 1 à 10. Donc, pour ça, on crée une liste par compréhension avec tous les entiers. Et donc là, on voit que la valeur, c'est n. Et la label, c'est n, mais en chaîne de caractères. Donc, ici, ça nous permet de sélectionner des entiers. On verra ensuite comment on peut utiliser, en quoi on peut rendre utile ça. Et si je mets la valeur true pour multi, on peut choisir plusieurs valeurs. Donc, vous me dites si je vais un peu trop vite ou si je vais pas assez vite ou que c'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Ok, donc ça, c'est pour ce qui est des listes déroulantes. Pardon. Ensuite, on va pouvoir aussi créer des sliders grâce à la fonction slider. Donc là, encore une fois, il va y avoir des paramètres centraux, on va dire. C'est la valeur donc min et max, pardon, qui vont prendre en valeur des entiers, qui vont être les valeurs qu'on peut donner à nos sliders, tout simplement. Et ensuite, on a l'argument step qui détermine le pas entre entre nmin et nmax. Donc ici, j'ai encore mis un petit exemple. J'ai oublié de mettre un step. Donc là, par exemple, j'ai créé un slider qui a à peu près la même fonction que notre liste déroulante d'avant. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non. Ok, vous m'entendez bien? Ok. Donc, par exemple, là, si je mets un slider qui nous permet de sélectionner un entier entre 1 et 10 avec un pas de 1, donc, je mets les arguments et en gros, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc là, j'ai oublié de vous présenter le paramètre included qui est un peu, qui est pas forcément quelque chose de fonctionnel, mais plus d'esthétique. Donc, si je le mettais sur true, en fait, ce que ça change, c'est que quand on déplace notre slider, on a la barre bleue là que vous voyez.
Donc, ça, c'est pour ce qui est des sliders. On a aussi les range sliders qui ont à peu près la même utilité. Mais la différence, c'est qu'on va pouvoir donc, un peu se dire ce que ça... Enfin, donner tout simplement une liste, un intervalle de valeurs à notre à notre slider. Donc là, encore une fois, on a les paramètres min et max. Donc les paramètres, c'est exactement la même chose. Juste si on veut donner une valeur par défaut, là, il va falloir donner une liste en fait. Euh, donc encore une fois, j'ai un petit exemple là. Donc là, on voit que en gros, on peut choisir un intervalle de valeurs. J'ai rajouté le paramètre Marks pour que vous voyez un peu comment on peut personnaliser les sliders, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on va un peu approfondir cet après-midi. Et donc, le paramètre Marks, c'est ce qui va permettre de personnaliser un peu la légende de notre slider. Donc là, on peut mettre des pourcents, etc. Enfin, on peut mettre des étiquettes. Et aussi le paramètre tooltip qui permet de créer ce que vous voyez là, donc les box en dessous. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions ou dites si ça va trop vite ou pas assez vite, hein, n'hésitez pas à... De toute façon, là, on va bientôt arriver à la partie où vous allez pratiquer un petit peu et mettre en action ce qu'on a vu. L'idée, c'était de vous montrer les différentes petites briques unitaires en fait, que l'on peut combiner pour faire le dashboard. Donc, enfin, donc, dernier petit truc, on peut ajouter des tables à notre application. Et donc, ça va se faire grâce au module DashTable et à la fonction DataTable. Donc, ça, tout simplement, ça prend juste un argument, c'est l'argument, enfin, ça peut en prendre plusieurs, mais l'argument central, c'est l'argument data, auquel on va donner un data frame sous forme de Dix, enfin, un jeu de données sous forme JSON, on va dire, entre guillemets. Et donc, si on a un data frame Panda, on va utiliser la méthode toDict avec le paramètre records, et ça va nous permettre d'afficher un jeu, enfin, une table dans notre application. Donc là, par exemple, j'ai utilisé le jeu de données Corian. Et donc, j'ai pris l'argument data Corian. Donc, le jeu de données, on l'a chargé tout à l'heure. J'ai pris juste les premières lignes et donc toDix.records. Et ça, c'est ce que ça nous rend dans notre application lorsque on run le code. Donc là, j'ai un peu beaucoup parlé. Ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on a vu donc, les lignes et les colonnes, les sliders et donc les listes déroulantes et les tables, je vous propose de voir si vous pouvez réaliser ce petit dashboard. Donc là, on a deux colonnes avec un slider et une liste déroulante ici. Donc là, je suis un peu bête, j'aurais dû cliquer dessus avant de prendre la photo. Le slider, je vous propose de mettre les établissements disponibles, donc de pouvoir prendre en valeur un nom d'établissement dans la colonne du data frame. Et donc, dans le slider, les années entre 2010 et 2019. Et, et en dessous, le jeu de données. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est un peu... C'est clair, l'exo est clair? Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir de sélectionner Ouais. les années et puis les établissements, une fois en slider, une fois en liste déroulante, et d'afficher en fait la sélection dans un tableau. Donc, vous pouvez réutiliser un peu les briques de code qu'on a utilisées au-dessus. Wow. Enfin, même clairement, c'est clairement ce qu'il faut faire en fait. Si vous avez envie de vous ouais. à la main, allez-y. Et si vous avez des questions, enfin, si vous voulez, je vous aide ou quoi, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou d'un peu plus de temps? Ouais, je vais montrer la solution. C'est bon, du coup, on passe à la solution? Allez. Ok. Donc, bon, bah, si vous avez tous réussi à peu près, donc la solution, c'est la suivante. Donc, bon, là, on met le titre comme il est affiché là, avec un HTML H1. Donc, moi, c'est pour parler plus fort. Donc, on met le titre.
Ensuite, on crée une ligne où on va mettre nos deux, donc notre slider et notre drop-down. Donc, pour le drop-down, comme on voulait, donc j'ai... Oula, bizarre. Attendez, il fallait faire un point format peut-être. Ah non, en fait, je sais pourquoi. Pardon. Donc, pour le drop-down, comme je vous ai dit, l'option, le paramètre option, il prend une liste de dictionnaires pour valeur. Donc, comme là, on voulait afficher tous les établissements dans notre drop-down, et ben, ce qu'on fait, c'est que pour value, comme après, donc là, c'est un peu, c'est pas grave si vous n'avez pas fait ça, mais comme après, on va vouloir donner des valeurs exactes de notre data frame, pour value, on va donner etab k, comme là, c'est le cas dans notre data frame. Et pour que ce soit un peu plus explicite pour l'utilisateur, en label, on met établissement K. Donc pour K in range 1, 16, comme il y a 15 établissements, on va de 1 à 16. Ensuite, pour ce qui est du slider, donc comme on veut pouvoir aller des années 2010 jusqu'à 2019, on prend min égale 2010, max égale 2019, avec un step de 1. Et le seul petit truc donc qu'il fallait faire attention, c'est utiliser max parce que sinon, si on n'utilise pas en fait l'argument max en précisant qu'on veut vraiment 2000, enfin la chaîne de caractères des années, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ou avec 2K, 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 et c'est pas hyper explicite. Donc, on utilise Max. Donc, voilà, donc ça fait un peu notre première application qu'on va nourrir après. Donc, Marx, en gros, c'est les labels. Max, c'est exactement ça, c'est les labels du slider, en fait. Et donc, là, on est content, on a fait un petit truc un peu sympa. Mais quelqu'un a des questions? Je ne sais pas c'est qui. Je crois, en fait. Et, du coup, c'est bon, ça va me préférer. Voilà. Et donc là, bon, on a créé une petite application, mais c'est un peu décevant puisqu'on a des composants interactifs, mais on fait des trucs et il n'y a rien qui se passe. Donc, on va résoudre ce problème en ajoutant de l'interactivité. Donc, pour ajouter de l'interactivité, ça va se passer par deux trucs, on va dire. La première, c'est que tous les composants qu'on va vouloir rendre interactifs, enfin, qu'on veut que l'utilisateur puisse interagir avec et qu'il se passe des choses en back-end derrière, on va les identifier avec un ID. Donc là, par exemple, j'ai mis un peu un modèle de code. Et donc, par exemple, si là, notre composante 1, c'était un drop-down et qu'on voulait que le drop-down devienne interactif, on va donner un ID. Donc là, c'est juste un modèle, on va le faire après. Et donc, la deuxième chose, c'est que on va devoir créer un callback. Donc, une fois qu'on a créé nos ID et que chaque composant est identifié, on va devoir préciser à l'application quels sont les paramètres que l'utilisateur peut modifier et quel impact ça va avoir sur notre application. Donc, la syntaxe pour faire ce genre de truc, c'est que avant de run notre app, on écrit app, enfin, @app.callback. Et donc, d'abord, on précise l'output. Donc, par exemple, là, si on veut filtrer notre data frame à partir du slider du drop-down, ce qui va changer tout seul, entre guillemets, ça va être le data frame. Et donc,
notre output, ça va être notre data frame. Donc, d'abord, dire pardon, désolé. D'abord, on va préciser quels sont les outputs en donnant l'ID, mais on va aussi donner l'attribut de ce composant qu'on va vouloir changer. Donc, par exemple, si c'était notre data frame qu'on veut changer, on voit que c'est le paramètre data qu'on va vouloir changer. Donc, je vais montrer un peu après comment ça se pratique. Et ensuite, on va vouloir faire pareil avec nos inputs. Donc, dire quels sont les inputs en les identifiant avec l'ID, puis dire en back-end quelle valeur ça va changer quand l'utilisateur va interagir avec, par exemple, le drop-down. Ensuite, après qu'on ait précisé donc, le lien, entre guillemets, entre les inputs et les outputs, il faut qu'on crée la fonction qui va relier donc, les inputs et les outputs. Donc ça, on définit une fonction après le callback en faisant ça. Donc là, pour l'instant, je vous explique juste la syntaxe et je vous montre un petit exemple après. Et donc, je le fais d'ailleurs tout de suite. Donc, comment? Ok. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. C'est juste que je précise, c'est que pour faire ce genre de truc, il faut importer la fonction output et input du module Dash Dependencies. Donc là, par exemple, si je veux créer une fonction qui affiche un nombre sélectionné lorsque on choisit le nombre dans le drop-down. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée le drop-down qu'on identifie avec l'ID en premier. Donc là, on l'appelle drop-down nombre. Et ensuite, on va créer donc là, par exemple, un conteneur div pour afficher le résultat de notre interaction. Donc là, on ne précise pas de valeur, on va le faire dans la fonction qui est là. Et donc, juste, on identifie notre div avec un ID. Ensuite, on précise qu'est-ce qui va changer lors de l'interaction. Donc ici, c'est notre div avec l'ID message. Et ce qu'on va vouloir changer, c'est comme property, c'est le children. Donc, ce que va contenir le div. Ensuite, comme input, donc c'est le dropdown qu'on a identifié avec dropdown num. Et la valeur qu'on veut utiliser en backend depuis ce dropdown, c'est la property value. Donc, value, ce qui est value là, c'est le value qui est ici. Donc, une fois qu'on a précisé quels sont les liens enfin, qu'est-ce qui est l'output et l'input, on précise le lien qu'il y a entre les deux messages. Donc, comme on utilise un drop-down et que par défaut, on n'a pas mis de valeur, la valeur par défaut, ce sera none. Donc, ici, on traite le cas none avec si on n'a pas sélectionné de valeur, on retourne un message, vous n'avez pas choisi encore de nom. Et par contre, si l'utilisateur prend un nom, on retourne le message, donc vous avez choisi tel nom, et on retourne le message. Et donc, le résultat de cette fonction, c'est ce que va prendre l'attribut children de notre div. Et donc, quand on run l'application, donc là, pour l'instant, on n'a pas choisi de nom, donc la valeur du dropdown, c'est none, donc ça nous retourne ce message qu'on a précisé ici. Et si par contre, j'ai choisi un nombre, et ben, ça nous retourne ce message qu'on a précisé ici. Donc, je sais pas, donc je pense que ce qui serait bien, c'est que on utilise cette fonctionnalité pour justement pour filtrer le data frame qui est ici, pour que ce soit interactif. Je ne sais pas si vous voulez le faire tout seul ou si je vous montre comment on fait. Parce que, donc, comme vous voulez. Et je ne sais pas si vous avez des questions aussi, parce que là, comme c'est un peu compliqué, ce que je vous propose, c'est que vous essayez de le faire un peu 5 minutes et je vous montre comment on fait après. Il y a la correction en dessous.
de toute façon. Ok. Donc, on peut reprendre où il y a quelqu'un qui veut poser une question ou quoi? Ouais, c'était bon pour la partie interactivité, là. Du coup, c'est interactif maintenant? Ça va l'être dans 2 secondes. Ah. On va voir ça, ouais. Salut, gars. Ok. Donc, pour rendre l'application qu'on a créée au-dessus interactive, donc comme je l'ai dit, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie chaque composante qu'on veut rendre interactive. Donc, notre slider, on lui donne l'ID Your Slider. Le drop-down est tab drop-down. Et notre table, made table. Donc, pour l'instant, table, comme c'est ce qu'on veut qui va apparaître lorsqu'on interagit, on ne va pas lui donner de valeur. C'est la fonction qu'on appelle quand on fait un callback qui va lui donner son attribut data. Donc, ici, notre output, c'est notre table, donc on appelle made table. Ce qu'on va vouloir changer comme attribut de data table, c'est l'attribut data. Ensuite, les 2 inputs qui vont nous aider à filtrer le data frame, c'est donc le drop-down et tab drop-down. Et ce qu'on va utiliser pour filtrer, c'est l'argument value, donc un, deux, trois, pardon, qu'on retrouve ici. Donc, ça va être étape 1, étape 2, étape 3. Et on a aussi notre slider qui va nous aider à filtrer selon les années. Et donc, la valeur qui va nous aider à filtrer, c'est l'attribut value de notre slider qu'on retrouve ici. Donc là, par défaut, ça va être 2010, mais on pourra changer. Ensuite, on définit la fonction qui va nous permettre de filtrer le data frame et de retourner l'attribut data de notre table. Et donc là, on filtre selon donc, le premier input qui est étape, donc qui correspond à l'étape drop-down. Donc, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Donc, on fait df de nom d'établissement puisque la colonne qu'on souhaite filtrer, c'est nom établissement. Donc là, elle est au-dessus, on ne la voit pas. Et ensuite, on filtre selon l'année, donc qui est ici. Donc, quand on crée la fonction, les arguments ils doivent être placés dans l'ordre des inputs ici. Donc là, ici, on a le drop-down qui correspond à étape et le slider qui correspond à ailleurs. Et donc, quand on run le code, on voit qu'on peut sélectionner une année, un établissement, et ça nous filtre notre data frame en live. Donc voilà, je ne sais pas si... Ça marche aussi vous pouvez filtrer par année et par étape? Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je vais passer un peu rapidement sur l'étape state, puisque on est un peu à la bourre pour la partie plotly. Mais en gros, là, on a créé une application qui, lorsqu'on interagit, le callback se fait directement, en fait. Genre, dès qu'on change d'établissement, le data frame, il se filtre tout seul. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va toujours vouloir, puisque des fois, il va y avoir plusieurs paramètres et on n'a pas forcément envie que ça change directement. Et c'est pour ça qu'on introduit l'utilisation de state. Donc, en fait, state, c'est une autre forme d'input. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, pardon. C'est une forme d'input qui va être utilisée que lorsqu'on va utiliser un véritable input, c'est-à-dire qu'on va appeler un callback à la main, entre guillemets, à l'aide d'un bouton. Donc, ça se fait à l'aide d'un bouton, comme je viens de le dire. Et c'est quelque chose qu'on rajoute donc dans une colonne en utilisant un bouton HTML. Donc, ce bouton, il va prendre, on va l'identifier avec un ID. Il prend un paramètre nClicks, qui va être le paramètre qui va fire, donc appeler le callback. Dès qu'on va cliquer, ça va s'incrémenter et appeler le callback. Et
lorsqu'on appelle le callback va chercher les values de state. Donc, bon, je passe un peu rapidement. Au pire, on reviendra cet après-midi dessus. Si on aura forcément le temps, ça sera l'objet de cet après-midi. Mais en gros, ce que ça fait l'utilisation de state, c'est que une fois qu'on utilise le bouton, on peut changer d'établissement, changer l'année et après cliquer sur le bouton qui est là pour lancer le callback. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est pour la partie Dash. Alors maintenant, on est content, on a créé une app avec des éléments interactifs et tout, mais on n'a pas vraiment de figure, on n'a pas intégré de figure dans notre application, et ce qui fait que bon, elle n'est pas vraiment comme on l'imagine un dashboard avec des graphes et tout. Donc, pour ça, on va utiliser Plotly et Plotly Express. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dashboard, c'est développé par Plotly. Et Plotly, c'est une librairie qui permet de créer des graphes interactifs et qui sont interactifs sans qu'on ait besoin de le mettre dans un dashboard. Ils sont interactifs par défaut, en fait. Et donc, je vais vous présenter un peu rapidement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, la librairie Plotly. On regardera un peu cet après-midi comment vraiment créer des objets. On peut aller jusqu'à midi. Ouais, ok, bon, Ça va aller si on mange vers midi et demi. Là. Ok. Donc, une figure Plotly, ça marche un peu comme une figure Matplotlib pour ceux qui utilisent Matplotlib. Mais ce qui va changer, c'est que une figure Matplotlib, c'est un objet qui va avoir 3 grands types d'attributs qui existent sous forme d'arbre, en fait. Donc, chaque attribut va avoir des sous-attributs. Donc, d'abord, il va avoir l'attribut data, dans lequel on va donner nos données et quel type de graphe on veut faire avec nos données. Et l'attribut layout, qui va changer donc tout ce qui est le titre, les légendes, les axes, etc. Si on veut rajouter des annotations, on va passer par l'attribut layout. Donc, pour créer une figure Plotly, on passe par le module Plotly Graph Object, qu'on importe comme ça, donc c'est une convention de l'appeler Go. Et on va créer, donc non, je vais plutôt vous présenter comme ça. Et on va nourrir les attributs data et layout à partir des constructeurs qui sont déjà dans Plotly. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on crée d'abord une fonction, un graphe Plotly en créant go.figure et la fonction fig.show, elle va nous permettre d'appeler notre graphe. Ensuite, il va avoir une fonction add trace qui va nous permettre de modifier l'attribut data de notre figure. Donc, dans la fonction add trace, on va créer un constructeur, donc go.scatter, si on veut par exemple un scatter plot. Donc, ici, j'ai laissé le lien qui nous donne la liste de tous les constructeurs. Donc là, par exemple, si on veut créer un scatter plot, on va utiliser go.scatter. Mais si on veut utiliser un bar plot, on va utiliser la fonction go.bar. Donc, notre fonction scatter, elle prend, bon, comme dans Matplotlib, des arguments x et y pour les attributs. Et on a juste à lancer notre code pour rajouter, quoi? Ah, pardon, désolé, je me suis. Donc là, on crée notre graphe, on ajoute une trace avec le constructeur go.scatter et on fait fig.show et on voit que ça apparaît. Ensuite, une fois qu'on a créé notre graphe, on peut rajouter à souhait donc encore d'autres scatterplots ou d'autres graphes sur le même graphe. Et ce qu'on voit, c'est que Plotly, dès qu'on a plusieurs plusieurs objets traces pour l'attribut data, il crée automatiquement une légende
Et on voit aussi qu'il y a une fonctionnalité qui est hyper sympa de Plotly, c'est qu'on a la fonctionnalité Hover qui permet de, lorsqu'on place notre curseur sur un point, donner les informations qui ont permis de créer ce point. Donc aussi, on voit que la légende elle est interactive et que si on veut masquer quelque chose, on a juste à cliquer dessus. Ensuite, une fois qu'on a créé, donc on a nourri l'attribut data, on peut modifier notre layout. Donc ça, encore une fois, je pense qu'on verra plus cet après-midi comment faire. Mais le layout, c'est l'attribut de notre figure qui a encore plusieurs sous-attributs. Donc là, par exemple, je vous laisse là le lien de tout ce qu'on peut modifier dans notre layout. Donc, par exemple, si on veut modifier le title, on va appeler l'attribut donc layout.title et modifier le titre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, donc là, ici, j'ai modifié le title de l'attribut axis. Et donc, on peut le modifier soit en y accédant directement, soit en utilisant la fonction update layer. Donc là, on voit, je vous ai mis un peu des exemples de comment modifier les attributs. Et donc, on peut modifier, donc, comme on voit, la couleur de la légende, la police, les axes. On peut modifier aussi le fond. C'est quelque chose qu'on va faire après, mais ce n'est pas le plus important. Je passe un peu, puisqu'en fait, là, je vous ai montré la façon un peu dure de créer une figure avec Plotly. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt Plotly Express. Donc, Plotly Express, c'est un module de Plotly qui va simplifier fortement, comme Seaborn le fait pour Matplotlib, la construction de figures. Donc là, par exemple, je vais vous faire le déroulement de comment faire une figure avec Plotly Express. Donc, par exemple, si vous voulez créer, donc là, pour vous montrer un peu les fonctionnalités de Plotly Express, j'ai rajouté un autre data frame sur la population et l'espérance de vie, etc., de plusieurs pays. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on veut créer une fonction avec une figure avec Plotly Express, on va aller sur le site de Plotly Express, choisir donc une figure ici, et ensuite, on va avoir des briques de code déjà faites pour créer nos codes, en fait, pour créer notre figure. Donc là, par exemple, si on veut créer un scatterplot, on va faire px de scatter et on peut préciser donc l'abscisse et les ordonnées. Mais ce qui est aussi sympa, c'est qu'on peut travailler avec des data frames directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on définit notre data frame dans l'attribut data. Donc, je n'ai pas précisé, mais c'est l'attribut data. Ensuite, on peut préciser la colonne qu'on veut mettre en ordonnée et la colonne qu'on veut mettre en abscisse. On peut directement donner le titre sans passer par la modification de l'attribut layout. On peut décider de comment colorier, enfin de donner des couleurs en fonction d'une autre colonne et, et, aussi modifier la size de nos points du scatterplot en fonction encore d'une valeur d'une autre colonne. Et on peut aussi rajouter donc, dans la fonction over des informations en plus de ce qui a permis de créer le data frame, la figure, pardon. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter tout dans les détails, mais on va pouvoir regarder cet après-midi plus comment le faire et je vous aiderai à le faire. Ensuite, tu veux dire quelque chose? Ensuite, ce qui est sympa avec Plotly Express et Plotly en général, c'est qu'on peut rajouter de l'animation à à nos figures. Donc là encore, là, au lieu de créer un scatter, j'ai voulu montrer un peu la variété et créer un bar plot.
Donc là, ça va se faire par bx.bar. On prend notre data frame en attribut data. On détermine quelle valeur on veut montrer en bar plot. Et l'attribut animation frame, il va permettre de créer le petit bouton qui est là et qui va permettre, lorsqu'on a des valeurs pour chaque année, créer une animation qui vous montre l'évolution de euh, de votre figure, enfin de vos données en fonction des années en fait. Donc voilà. J'ai utilisé donc Plotly Express pour créer un pie chart euh, de nos données Corian. Et donc je me suis dit pourquoi pas donc montrer la répartition des tâches au sein d'un établissement. Et donc pour ce faire, encore une fois, je précise, donc là j'ai filtré mon data frame à la main, j'ai pris le premier établissement. Je donne à names la colonne dont je veux compter les valeurs et les mettre dans mon chart. Je précise le titre ici. On voit aussi qu'on peut donner direct, enfin, préciser quel type de couleur on veut dans notre légende et dans notre figure. Et donc, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Plotly Express, ça permet de créer des, euh, des figures facilement, mais que ça ne va pas nous donner tout le panel de modification de Plotly en général. Parfois, on va devoir créer une fonction avec Plotly Express, mais on va devoir modifier ensuite certains éléments à la main qui ne sont pas dans les arguments de la fonction Plotly Express. Donc là, par exemple, si on veut rajouter dans notre pie chart le nom donc par exemple là, le code événement mesure du poids, ou si on veut rentrer ces petits chiffres à l'intérieur du pie chart, on va encore devoir passer par la fonction update de Plotly donc, et modifier les attributs que l'on souhaite. Donc, ça, en général, pour savoir quels attributs on veut modifier, on va passer par cette page et regarder, par exemple, donc là, les objets de Py et de Plotly, ils ont tous ces attributs et on regarde ce qu'on veut modifier en fonction des besoins. Donc là, c'est ce que j'ai fait en rajoutant mesure du poids et en rentrant les, les légendes à l'intérieur. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu comment intégrer la figure à notre app. Donc, N'hésitez pas à poser des questions. ouais, parce que là, je passe un peu vite. Mais vous on inquiétez a pas, un peu de cet temps. après-midi, on aura le temps de pratiquer un peu ça. Si vous avez des questions, Voilà. Donc maintenant, je vous montre juste comment intégrer notre graphe à notre application. Donc, ça va se faire via la fonction dcc.graph et qui a l'attribut figure auquel on va préciser la, donc la figure Plotly, mais ça peut être une figure Matplotlib, ça marche aussi. Et donc, par exemple, si là, je veux rajouter dans une application le barplot que j'ai utilisé tout à l'heure, pardon, alors, attendez, j'ai oublié de filtrer le... Donc voilà, donc là, on est dans une application Dash où on a intégré notre figure de tout à l'heure en créant un objet DCC graph et en précisant l'attribut figure. Donc, ce que je vous propose, c'est de rajouter donc, le petit pie chart dans notre application. Et donc, pour ce faire, aussi,
on peut le rendre, on peut filtrer nos données sur notre graphe. Et donc là, comme c'est notre fonction qui va retourner la figure, on précise juste l'ID PyChart. Et dans notre fonction de tout à l'heure, on crée la figure que j'ai créée au-dessus et on la retourne dans les outputs. Et ensuite, bah, on a juste à run notre code et notre figure va s'afficher là où on l'a placée. Là, on voit que si je change d'année, on peut modifier la figure. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer de faire cet après-midi, de voir quel type de graphe on peut rajouter, quel type de fonctionnalité on peut rajouter. Je vous montre juste avant qu'on aille manger qu'on peut styliser assez facilement nos, nos applications en utilisant l'argument external style sheet. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on devait mettre le dbctem.bootstrap, mais il y a d'autres thèmes possibles qui aussi utilisent les fonctionnalités Bootstrap. Donc, par exemple, le thème Darkly, qui, lorsqu'on l'applique, va mettre notre application en noir. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, je sais pas, je pense qu'on peut appeler Luc Gilles pour. Donc, du coup, là, tu es allé dans tout ce que je voulais. Ouais, en fait, non, j'ai accéléré pour que cet après-midi, on puisse se poser plus de questions et faire plus de choses. Ok, donc vous avez des questions sur les sujets là ou c'était peut-être un peu rapide, mais donc voilà. L'idée, c'est de se dire, alors il y a lui qui doit être au téléphone malheureusement, bon, il va arriver. Voilà, l'idée c'était de se dire, du coup là, si vous voulez bien, on peut se prendre un peu de temps pour. Vous avez déjà vu les données de Corian, vous avez vu qu'il y avait des établissements, les entrées, lui il va vous les représenter et de se donner un petit peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous auriez envie de faire à partir de ces données-là et à partir de ce que vous avez vu là. Et comme ça, l'après-midi, soit en petit groupe, je pense que ce sera le plus sympa en petit groupe, je ne sais pas, deux ou trois groupes, le faire ensemble par rapport à ce que sera dit là pendant la petite session de brainstorm. Et comme ça, de mettre en application en fait tout ça à partir des données coréennes. Voilà, et du coup, je vais voir si Mitch il est dispo pour vous présenter les codes. C'est ça?